Et bonjour à toutes et à tous. Enchanté, Augustin Courtier. Donc j'ai cofondé Latitude en 2017. Sur les sujets sur lesquels je pensais partager un peu mon expérience aujourd'hui, il y a d'une part un peu l'expérience entrepreneuriale, vu que Latitude c'est une association, donc on a monté à la fin de nos études à Centrale Supélec avec deux amis. On est aujourd'hui une équipe de 15 salariés et 550 bénévoles un peu partout en France. Et donc, je vais essayer de voilà partager un peu quelle a été notre aventure entrepreneuriale dans le monde associatif, qui est peut-être un mode d'entrepreneuriat qui est moins connu pour voilà vous donner un peu quelques clés sur cela, parler un peu plus de ce qu'on fait avec Latitude, notamment sur le numérique responsable, donc parler à la fois des causes qu'on défend et on pourra zoomer sur celles qui vous intéressent le plus ou voilà, j'aurais pas la réponse à enfin, je suis pas un expert de chacune des causes qu'on traite, mais en tout cas, je pourrais au moins vous flécher plein de ressources et parler de ce qu'on fait nous concrètement au sein de l'asso. Et donc ça, c'était le deuxième sujet. Le troisième sujet sur lequel je pensais parler, c'est aussi concrètement les programmes qu'on mène et comment est-ce que vous pouvez potentiellement vous impliquer bénévolement ou au sein de nos différents programmes, sachant que voilà, on agit partout en France et même partout sur des territoires francophones, vu que nos contenus sont principalement en français, même si on commence à avoir quelques contenus en anglais. Voilà un peu en bref. Euh, donc peut-être pour commencer par me présenter plus en détail et parler de l'aventure entrepreneuriale associative. Donc Latitude, c'est une aventure qui a démarré en 2016-2017. À l'époque, on est étudiants et étudiantes à Centrale Supélec avec Manon et Yannick, qui sont donc deux amis d'école. À Centrale Supélec, on se spécialise plutôt en informatique. Donc c'est plutôt sur la fin de la scolarité que ça se passe. Et c'est vrai qu'on est assez frappé du fait qu'on nous forme à des compétences numériques, des compétences technologiques de pointe. Donc on avait des cours sur tout ce qu'on peut imaginer d'une école d'informatique qui forme un peu à ces sujets-là, sur le dev web, l'IA, le machine learning, etc., etc. Mais on avait très peu, voire pas, de cours autour de l'impact social et environnemental de toutes ces technologies-là. C'est-à-dire qu'on nous formait à l'IA sans nous former à l'enjeu de protection des données personnelles, on nous formait au développement logiciel sans nous former à l'éco-conception ou à l'impact environnemental des outils qu'on utilise, on nous formait à des sujets d'IoT sans nous parler de tout l'enjeu des métaux dans la construction de ces outils-là. Et ça, c'est vrai que ça nous a pas mal frappé parce qu'on se dit comment est-ce qu'on peut créer des technologies qui œuvrent sur des causes qui nous tiennent à cœur si on n'a pas été formé à le faire. Donc ça a été un des points de départ principaux de l'association. Et donc on a commencé à pas mal s'auto-former, vu qu'on n'était pas formé à le faire, sur tous ces sujets-là, à travers des événements, des contenus en ligne, des vidéos, en créant pas mal d'événements aussi sur le campus pour commencer à créer la discussion auprès des personnes de notre école. Euh, et chemin faisant, c'est vrai que c'est un sujet qui s'est mis à intéresser pas mal d'étudiants et aussi des professeurs qui étaient aussi hyper heureux que voilà des étudiants s'emparent de cette question-là. Euh, et donc de fil en aiguille, on a été jusqu'à une dizaine de profs et 60 étudiants à travailler sur organiser des conférences, faire des projets pour des assos, pour voilà essayer d'utiliser le numérique et les compétences qu'on nous apprenait sur des projets qui faisaient sens pour nous. Et voyant que ça marchait bien, on a décidé en fin d'école de pas faire de stage de fin d'études et de passer à temps plein sur ce projet-là pour voilà créer l'attitude finalement. Et donc on a passé finalement un an et demi à travailler, je dirais bénévolement, mais à temps plein sur l'association pour essayer de la faire exister non pas uniquement comme une asso étudiante, mais comme une asso professionnelle qui qui voilà réfléchit à l'impact du numérique sur la société et l'environnement et crée des programmes pour créer un numérique qu'on appelle plus engagé et plus responsable. J'y reviendrai. Donc ça, c'était en 2017. On s'est pas mal cherché au début. Maintenant, comme je le disais, on est une équipe de 15 salariés et 550 bénévoles un peu partout en France. Et ce que je me dis, c'est que je vais partager mon écran pour partager une présentation PDF. Voilà.
Donc j'imagine que vous la voyez bien. Oui, c'est bon, on voit C'est bien. bon? Merci Lauriane. Euh, donc aujourd'hui avec Latitude, on touche maintenant 20 000 personnes par an grâce à nos différentes actions. On a deux sujets principaux qui nous intéressent. C'est d'une part comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour répondre aux défis socio-environnementaux. Donc c'est vraiment voir aussi le côté positif du numérique. Et on a tout un deuxième sujet qui est mieux maîtriser les externalités négatives du numérique, qu'elles soient sociales ou environnementales. Pour ça, on a catégorisé notre action en 6 causes que vous pouvez voir à l'écran. Donc l'engagement citoyen, la sobriété numérique, le respect de l'humain, la diversité, l'accessibilité et la citoyenneté. Je les redétaillerai un peu plus après. Et on déploie aujourd'hui des programmes qui vont du collège jusqu'au monde professionnel. C'est des programmes qui ont 2 objectifs principaux. Soit développer l'esprit critique du plus grand nombre sur les impacts du numérique sur la société. Donc on va aborder toutes les thématiques que je viens de mentionner pour faire en sorte que les gens se posent des questions et identifient des actions qui peuvent être menées à leur échelle pour pour être plus sobre, pour être plus respectueux des humains, créer un numérique plus citoyen, etc. Et des actions qu'on appelle d'engagement citoyen, où on va permettre à des personnes qui ont des compétences numériques de s'engager pour des assos sur des projets open source, open data, voilà, pour vraiment mettre le numérique au service de la réponse à des défis sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est vraiment la vue d'ensemble de l'asso aujourd'hui. On a un modèle économique où on a un budget grosso modo d'1 million d'euros par an, 60% est du mécénat d'entreprise, 20% sont des subventions publiques et 20% c'est de la prestation qu'on peut faire parce qu'on va animer des ateliers de sensibilisation dans une entreprise ou dans une école, voilà, et puis on se fait payer pour ça. L'avantage de notre modèle, en fait, aujourd'hui, si on a choisi ce modèle économique associatif et avec du mécénat et des subventions publiques, c'est que ça nous permet de, en fait, sur un sujet donné, par exemple l'open data, d'aller chercher des financeurs publics ou sous forme de mécénat qui ont envie de financer cette thématique-là, et ensuite de déployer des programmes gratuitement auprès de beaucoup d'établissements de scolaires, que ce soit dans le supérieur ou dans le secondaire, et de créer des contenus, des ressources pédagogiques qui sont ouvertes. Ce qui fait que voilà, on peut ouvrir vraiment tous nos contenus parce qu'on a ce modèle qui le permet. Euh, voilà un peu en bref. Et mon rôle en particulier dans l'association aujourd'hui, c'est justement le financement et la levée de fonds pour l'asso. Euh, voilà un peu en bref sur où on en est. Sur le volet entrepreneuriat associatif, c'est vrai que ça a été une grande découverte pour nous puisque c'est vrai qu'on savait pas que c'était possible, pour le dire clairement. On était plutôt, on va dire que dans notre école, il y avait un incubateur, c'était plutôt des entreprises qui sortaient finalement de cet incubateur-là. Et donc, voilà, à travers différentes rencontres, on s'est rendu compte que voilà, l'entrepreneuriat, enfin, créer des assos et devenir salarié d'association, c'était possible. Et c'est vrai que ça nous a pas mal plu à plusieurs égards. Ce qui nous a fait créer une asso au début, c'est déjà on trouvait que c'était important vu le sujet qu'on portait de créer une démarche collective où on allait pouvoir impliquer des bénévoles, où il n'y avait pas finalement d'intérêt financier au cœur du projet, mais vraiment le fond du sujet qui était le cœur de l'objet social de l'association finalement. Et c'est ce qui nous a voilà pas mal motivé. Et même aujourd'hui, c'est ce qui continue, moi, à titre personnel, de pas mal me motiver. C'est que finalement, je sais que je suis chez Latitude aujourd'hui parce que le sujet m'intéresse et que j'ai envie de faire bouger les lignes sur la question de l'éducation au numérique et de ses impacts sur la société. Et j'ai aujourd'hui, j'ai un salaire, mais j'ai pas d'intérêt financier euh, euh, sur le projet. Ce qui fait que quand on développe nos programmes, qu'on réfléchit à quel programme on va lancer, c'est pas tant l'opportunité business qui va nous guider nos choix, c'est plutôt qu'est-ce qui est intéressant d'un point de vue impact par rapport à ce qu'on veut défendre. Euh, donc ça, c'est un peu sur ce qui nous a fait choisir le modèle associatif. Et je sais pas si vous connaissez bien ou pas le modèle associatif, mais en fait, moi j'aime bien dire que la différence fondamentale entre une entreprise et une association, c'est qu'il n'y a pas de capital, et de cette différence-là découle plein d'autres différences. Et donc, vu qu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'actionnaire.
Mais sinon, toutes les règles de fonctionnement d'une association sont, voilà, notamment au niveau du salariat ou de l'emploi, sont assez similaires. Il y a quelques spécificités en associatif, comme le service civique dont vous avez peut-être entendu parler, mais sinon, ça fonctionne vraiment de la même manière. Voilà un peu en bref sur l'expérience associative. Euh, c'est vrai que ce qui a été hyper stimulant depuis 8 ans au sein de l'attitude, c'est qu'au-delà de la thématique qu'on a un peu décidé au départ, c'est qu'on a vraiment pu travailler sur les conditions de travail au sein de l'association pour qu'elles reflètent aussi un peu les valeurs qu'on voulait défendre avec l'asso. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette thématique-là. Donc là, pareil, je vais pas trop trop monologuer dessus, mais si ça vous intéresse, je peux détailler. Mais on a créé des conditions de travail où, notamment d'un point de vue de la rémunération, on a un système de rémunération totalement transparent et démocratique dans le sens où c'est pas quelques personnes qui décident du salaire des autres, où il n'y a pas de grille formelle, mais on a tout un processus chaque année où euh, on va dire que chaque personne va s'auto-évaluer. Donc ça, il y a, pour le coup, ça peut être similaire à pas mal d'entreprises ou pas mal d'organisations, mais il va s'auto-évaluer et demander un peu l'avis de ses pairs. Et cet avis-là va être transmis à un comité de rémunération, qui est un comité de salariés qui est élu sans candidat. C'est-à-dire que voilà, les personnes de l'asso ont élu les personnes qu'elles jugeaient les plus à même d'harmoniser les salaires au niveau de l'asso. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire. On est tous passés en 9/10 en début d'année. Donc on arrête tous de travailler le vendredi midi. Ça a été fait dans une optique, une double optique, à la fois de prendre soin de nous et de on va dire, miser sur le long terme pour notre engagement dans l'asso. Et aussi parce qu'on a toutes et tous des engagements à côté de l'attitude qu'on trouve important de faire vivre pour d'autres assos, des collectifs ou autres. Et c'est une manière pour nous de voilà donner ce temps-là aux salariés de l'asso. On a une politique voilà de télétravail assez ouverte et de congés qu'on appelait illimité, mais on a changé le nom plutôt pour parler de congés libres et conscients. Donc aujourd'hui, concrètement, au sein de l'attitude, les personnes traitent des congés entre 6 et 10 semaines. Il n'y a pas de durée fixe. Et l'idée, c'est plutôt de s'adapter aussi aux besoins de chacun et de chacune au sein de l'équipe. Donc voilà, pas mal finalement de marge de manœuvre sur les conditions de travail qu'on voulait créer pour que ce soit aligné avec les valeurs qu'on défend. Euh, voilà sur un peu l'aventure entrepreneuriale associative, le pourquoi une association, un peu ce que ça nous a permis, ce qu'on défend, le modèle économique. Et ben s'il n'y a pas T'as spécialement... une petite question dans le chat, Ah pardon. Augustin. On te demande comment tu vois l'évolution du rôle du numérique dans les enjeux sociaux et environnementaux. Et ben parfait, ça fait une transition avec la partie d'après, euh, où je pensais justement zoomer sur les différentes thématiques qu'on traite chez Latitude autour des impacts sociaux et environnementaux du numérique. Euh, pour répondre à la question, euh, on va dire qu'on a deux postulats qui sont assez importants dans la manière dont on aborde la question de l'impact du numérique sur la société et l'environnement, qui sont les suivants. D'une part, c'est que la technologie et notamment le numérique ne sont pas neutres. C'est souvent quelque chose qui peut être entendu que euh, un outil ou du coup le numérique ou l'IA ou autre, finalement c'est neutre et ça dépend, dire ça dépend de ce qu'on en fait et c'est comme un marteau, voilà, soit on peut l'utiliser pour planter des clous, soit pour tuer des gens et en fonction de ce qu'on en fait, c'est ça qui compte, mais nous on a tout un discours pour dire que c'est pas le cas et c'est pareil pour par exemple les couteaux ou autres. Dans la manière dont ils sont designés, c'est pas du tout neutre. Et c'est pareil pour le numérique. Le numérique s'inscrit dans une histoire des enfin notamment des télécommunications et qui qui n'est pas neutre, qui s'intègre dans une société qui a un certain modèle social, économique, qui n'est pas neutre. Par défaut, un outil numérique va avoir des impacts. Donc par défaut, il n'est pas neutre. Et après, en fonction de l'angle sous lequel on va le regarder, on peut estimer ses impacts plutôt positifs, plutôt négatifs. Mais dans tous les cas, c'est pas neutre et c'est important de prendre conscience de ça parce que ça permet de sortir d'une image où
l'état de base, c'est de dire que notre impact est neutre si on fait pas de trucs mal avec le numérique, et on pense que c'est pas le cas. On pense qu'il faut vraiment se poser les deux questions que je pose en préambule. C'est d'une part, c'est quoi la finalité des outils que je développe sur le numérique, à quoi vont servir les outils que je développe, et d'autre part, quelles sont leurs externalités et comment est-ce que je peux faire en sorte de mieux les maîtriser pour pas qu'elles aient trop d'impact négatif. Donc ça, c'est le premier postulat. Et le deuxième postulat, c'est que c'est pas c'est un peu caricatural, mais c'est pas la technologie qui va nous sauver. Il y a tout un débat aujourd'hui, notamment sur la crise climatique, mais pas que, sur à quel point on peut se reposer sur les technologies pour répondre à ces sujets-là ou pas. Nous, notre conviction, c'est que les changements nécessaires sont avant tout sociétaux. Comme je le disais, voilà, le numérique s'intègre dans une société et c'est pas la société qui s'intègre dans le numérique. Et donc, c'est important de prendre conscience que souvent les enjeux sociaux et environnementaux, avant tout, les solutions, elles sont d'ordre sociétal. Et le numérique peut être un facilitateur parce que parfois il permet de répondre à des sujets à grande échelle, de faciliter des processus ou autres, mais il n'est jamais à la base de la solution. Pour présenter un peu ce qu'on fait avec Latitude, on a un parti pris de base, c'est de dire que on peut pas aborder la question des impacts du numérique uniquement d'un point de vue environnemental ou social. Et donc, dès qu'on parle de numérique responsable de notre côté, on va parler à la fois des sujets sociaux et environnementaux. On a plusieurs outils qui permettent de zoomer de mieux comprendre ces différentes thématiques-là. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des exemples de cartes de notre atelier, la bataille de la tech, qui a une déclinaison sur l'IA qui s'appelle de manière originale la bataille de l'IA, et qui vise à un peu être une introduction à ces thématiques de numérique responsable, que ce soit d'un point de vue social ou environnemental. On va et du coup l'idée de cet atelier, c'est qu'on va être par groupe de 4-5. Il y a une question sur une carte, par exemple, qu'est-ce qui contribue le plus à l'empreinte environnementale du numérique? Est-ce que ce sont les centres de données, plutôt réponse A, réponse B, les terminaux, donc ordinateur, smartphone, objets connectés qu'on utilise, ou C, les infrastructures de type câble, antenne, etc. L'idée, c'est de créer un débat à 4-5 personnes et ensuite, créer un débat voilà, sur qu'est-ce qu'on pense être la bonne réponse avec peut-être nos arguments. Et ensuite, au verso, il y a des éléments de réponse qui vont venir guider la discussion. Donc peut-être sur cette question-là, pour les personnes qui sont parmi nous, est-ce que vous pensez que sur ce qui contribue le plus à l'empreinte environnementale du numérique, ce sont plutôt les data centers et les serveurs? Réponse A. Réponse B, les terminaux, donc tous les ordinateurs, les smartphones, le matériel qu'on utilise. Ou réponse C, les infrastructures, donc antennes, câbles, tout ce qui permet au réseau d'exister finalement. Donc, réponse A pour Vivien. Réponse B, réponse A. Ok. Et donc c'est effectivement la réponse B. Donc c'est Lauriane, j'imagine, qui est derrière l'équipe communauté by Extia. Et oui, c'est étonnant. C'est un des sujets qui est un des premiers sujets abordés, vu que c'est un mythe aussi qui est pas mal existant autour de cette thématique-là. C'est la réponse B. Pourquoi? Parce que en fait, quand on s'intéresse à l'impact environnemental du numérique, on ne prend pas juste en compte la consommation d'électricité ou la consommation d'eau, mais vraiment tout le cycle de vie des outils numériques qu'on utilise, et donc notamment toutes les matières premières qui ont besoin d'être utilisées et donc extraites de la terre pour construire les différents matériels qu'on utilise. Et donc, en fonction des hypothèses qu'on fait, 80% de l'impact environnemental du numérique, c'est plutôt les terminaux qu'on utilise, donc ordinateur, téléphone, etc. Et donc, s'il y a une action à prendre pour réduire son impact environnemental sur le numérique, c'est vraiment de réduire sa consommation de matériel, donc allonger la durée de vie des téléphones. Oui, tout à fait, ça prend en compte l'obsolescence des téléphones. Donc la mesure à prendre, c'est d'allonger la durée de vie de son téléphone,
l'acheter de manière reconditionnée, de le recycler une fois qu'on arrête de l'utiliser, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la chose à savoir. Euh, et, euh, et voilà. Après, c'est des sujets qui bougent beaucoup et sur lesquels, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites. Ça bouge beaucoup. Pourquoi? Notamment en ce moment avec tout le développement du secteur de l'intelligence artificielle. Ça, voilà, c'est des sujets qui bougent énormément parce qu'il y a de plus en plus de puissance de calcul qui est demandée pour entraîner ou utiliser les logiciels d'IA, etc. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Peut-être une deuxième question sur une autre thématique, pareil pour voilà, créer le lien avec vous. Combien d'adultes passent chaque jour 3 heures ou plus devant un écran en dehors de toute activité professionnelle? Donc là, on s'abstrait un peu des spécificités métiers où des personnes peuvent passer peut-être la journée derrière l'ordinateur. On parle vraiment du temps en dehors du temps professionnel. C'est quoi la proportion d'adultes, selon vous, qui passent plus de 3 heures, enfin 3 heures ou plus derrière un écran? C'est 80% d'adultes qui passent 3 heures ou plus derrière un écran en dehors de tout temps professionnel. C'est énorme et ça augmente. Euh, donc l'idée avec cette question-là, quand on anime l'atelier, c'est de venir interroger voilà sur le rapport qu'on a nous-mêmes à nos téléphones et prendre conscience que même si on est au courant de cette thématique, qu'on a envie de limiter notre temps d'écran, c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que beaucoup d'outils numériques ont été designés pour être en quelque sorte addictifs. Pourquoi ils ont été conçus comme tels? Parce que leur modèle économique a une incitation à ce qu'on passe plus de temps derrière notre écran. Par exemple, les réseaux sociaux, vu que la majorité des modèles économiques des réseaux sociaux reposent sur la publicité, plus on passe de temps sur les réseaux, plus on est exposé à de la publicité, et donc plus les entreprises qui développent ces réseaux sociaux gagnent de l'argent. Et donc, on vient interroger toute cette chaîne-là. Donc, évidemment, c'est vertigineux, mais notre objectif, c'est de montrer qu'on peut aussi reprendre le contrôle à la fois au niveau individuel, mais aussi en créant en s'entraînant les uns les autres à faire attention à ces thématiques-là. Alors là, on voit pas très bien du coup dans le partage d'écran, donc c'est un peu frustrant peut-être de poser cette question-là. Je vais plutôt m'intéresser à, à celle-ci, qui est tirée de la bataille de l'IA. Donc, comment savoir si une information générée par une IA, notamment une IA générative, est fiable? Et donc là, vous avez un exemple de discussion sur ChatGPT, issu d'un fil X. Je sais pas, vous, quelles sont les bonnes pratiques que vous utilisez pour savoir si une information est fiable ou pas lorsque vous utilisez une IA, si vous utilisez une IA. Donc voilà, les bons réflexes qu'il peut y avoir sur ces sujets-là, c'est d'aller vérifier les sources. Là, vous voyez un exemple de discussion où, en fait, dans la manière dont on pose la question, on peut induire l'IA en erreur et la pousser à avoir une réponse fausse. L'idée, c'est vraiment de faire attention à toujours enfin voilà, vérifier les sources des IA, mais plus que les sources, il y a aussi un vrai sujet sur quelle IA on utilise et sur quelles données elles ont été entraînées. Puisque en fonction des données d'entraînement, notamment pour les IA génératives, les réponses vont pas forcément être les mêmes. Et donc, de bien toujours faire attention à ces thématiques-là. Pour faire un petit résumé un peu des thématiques qu'on traite chez Latitude après ces questions qui viennent de la bataille de la tech, euh, derrière la thématique de l'engagement citoyen, l'idée c'est vraiment de s'interroger sur comment est-ce qu'on fait du numérique un levier de solidarité, un démultiplicateur d'impact. Et donc là, on vient principalement interroger le temps de travail finalement, parce que le bien le plus précieux, c'est peut-être le temps qu'on a, et donc on passe 80 000 heures de nos vies à travailler. Je ne sais pas si vous connaissez cette statistique, mais elle est intéressante. Elle vient vraiment nous poser la question de comment est-ce qu'on veut utiliser notre temps pour répondre à des défis sociaux et environnementaux qui nous tiennent à cœur. Et donc on peut le faire évidemment de manière bénévole, mais le travail a un levier intéressant. Tout l'impact tout le sujet de l'impact du numérique sur le respect de l'humain. Donc, comment est-ce qu'on fait plus attention à la manière dont les technologies sont développées pour pas exploiter les faiblesses humaines finalement pour exploiter ces vulnérabilités pour des sujets qui voilà, ne sont pas profitables aux citoyens et aux citoyennes. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ressources comme le documentaire Social Dilemma qui permet de pas mal creuser cette thématique-là.
Les sujets de sobriété, donc on a pu aborder rapidement pour donner une autre statistique qui peut-être pourra vous être utile pour en parler autour de vous. Pour fabriquer un téléphone comme celui que j'ai entre les mains, il faut 200 kilos, il faut extraire 200 kilos de matière première. Il pèse 200 grammes à la fin. Donc voilà, c'est énorme. Et encore pour rappeler que l'impact environnemental du numérique vient surtout des terminaux qu'on utilise. Les sujets de diversité, à la fois de genre, mais aussi d'origine sociale, dans le numérique. C'est un secteur qui aujourd'hui manque de diversité, et pour autant, si on veut des technologies qui s'adressent à tout le monde, c'est important que dans les équipes du numérique, il y ait aussi c'est tout le monde, que tout le monde soit représenté pour bien prendre en compte les spécificités de chacun et de chacune. Les sujets d'accessibilité. Et donc, comment est-ce qu'on fait attention à ce que le numérique ne soit pas un élément de plus de fracture de notre société. Vous avez peut-être entendu parler du concept de fracture numérique qui permet de désigner tout un ensemble de personnes qui vont pas forcément soit avoir accès à des outils numériques, soit ne pas être assez à l'aise pour les utiliser. Et dans un contexte, notamment en France, où on a de plus en plus de services dématérialisés, notamment de services publics, il y a un vrai enjeu pour que des personnes qui sont éloignées de ces sujets-là restent connectées finalement à la société. Et enfin, les sujets de citoyenneté. Donc, comment est-ce que le numérique a un impact sur la façon dont on fait société. Et donc, pour ça, on aborde des questions d'open source, de vie privée en ligne, de données personnelles, de travail du clic. Voilà, plein de notions que je peux détailler si ça vous intéresse. Pour en dire un peu plus sur ce qu'on fait au sein de Latitude et surtout comment est-ce que vous pouvez vous impliquer avec nous. Je vois la question de Vivien sur le travail du clic, donc je vais répondre avant de détailler sur nos programmes. Pardon. Le travail du clic, c'est une notion qui a émergé depuis une grosse quinzaine d'années pour désigner toutes les personnes qui vont avoir un travail précaire lié au numérique, notamment parce qu'ils vont être derrière leur ordinateur à faire ce travail précaire pour servir le secteur du numérique. Pour nous donner des exemples concrets, on va parler de tous les boulots qui concernent la modération sur les réseaux sociaux, la labellisation de données en ligne, où des personnes vont être salariés, pas directement, mais souvent de prestataires d'entreprises comme Google pour aider à améliorer les résultats de moteurs de recherche, par exemple, ou à labelliser des données pour entraîner des intelligences artificielles. Donc des personnes qui vont être souvent à leur compte et qui vont toute la journée labelliser des données, ou alors dans des travailleurs de type les livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui sont issus de toute l'économie on va dire des plateformes, des applications numériques de livraison de nourriture. Ça désigne tous ces emplois précaires dans le sens où c'est souvent des travailleurs indépendants qui font des boulots peu ou pas qualifiés et qui en fait permettent à l'économie numérique de fonctionner finalement, vu que c'est eux qui font, on va dire, toutes les petites mains qui sont derrière. Et donc c'est un réel enjeu pour tous ces travailleurs-là, et notamment si vous voulez creuser cette thématique du travailleur du clic, je vous invite à aller regarder le documentaire de France TV qui s'appelle les Invisibles du numérique. Et le sous-titre c'est Les travailleurs du clic, qui permet de aller creuser ces différents métiers et comprendre pourquoi ce sont des emplois précaires. Au niveau de Latitude, il y a plein de formats pour s'engager à nos côtés. Pourquoi s'engager à nos côtés? D'une part, parce que ça vous permettra d'en apprendre plus sur les thématiques que j'ai vraiment abordées en surface aujourd'hui, puisque pour les bénévoles qui nous rejoignent, on a une formation initiale qui permet de se former à ces différentes thématiques pour ensuite pouvoir aller animer des ateliers dans des écoles, des collèges, des lycées, des universités, des entreprises. Et aussi parce que ça vous permet de rejoindre une communauté de plus de 500 bénévoles qui, a priori, sont aussi près de chez vous, vu qu'on a des bénévoles partout en France. Donc peut-être pour vous présenter nos différents formats, on a un format dans les collèges et lycées qui s'appelle Future of Tech. L'objectif, il y a deux objectifs à cet atelier.
c'est à la fois de développer l'esprit critique des jeunes autour du numérique, mais aussi de leur faire découvrir les métiers du numérique. L'objectif derrière ça, c'est de les aider dans leur orientation pour les aider à réfléchir aux métiers qu'ils et elles pourraient faire plus tard. Donc c'est un atelier de 2 heures qui peut être soit sur le numérique, soit sur l'IA, et on va publier un nouveau contenu sur la cybersécurité en septembre. Et on forme des bénévoles ou des professeurs à animer cet atelier dans des classes. Et donc si vous voulez, vous pouvez vous former et ensuite aller animer des ateliers dans des collèges et lycées près de chez vous avec, voilà, là vous voyez quelques cartes de l'atelier dédié à l'IA. On a d'autres jeux de cartes comme la bataille de l'IA, où vous pouvez également vous former pour l'animer. Là, c'est plutôt pour des étudiants ou pour des salariés d'entreprise. Donc, ça peut être un atelier à animer en interne d'Extia, par exemple, ou auprès de vos clients. C'est un atelier, peut-être pour en dire un peu plus, qui dure 2 heures et qui a vraiment pour objectif de créer du débat autour de l'arrivée de l'IA massive dans nos sociétés. Et donc, c'est un atelier en 3 temps. Un premier temps qui est inspiré du jeu de société Timeline, si vous le connaissez, où on a différents faits marquants sur l'IA de 1950 à nos jours. Et l'objectif, c'est de remettre ces différents faits marquants dans le bon ordre, ce qui permet d'avoir un peu quelques repères de base sur l'évolution de l'IA ces dernières années. Un deuxième temps qui est dédié au débat. Donc, comme je vous le montrais, il y a des cartes débat où au recto, on a une question qui va permettre de discuter par petits groupes de 4 à 5, et au verso, des éléments qui vont venir guider la discussion et apprendre des notions clés aux personnes qui participent. Et enfin, un troisième temps pour faire un jeu de rôle où on va poser un dilemme éthique sur l'IA, et chaque personne dans le groupe va incarner un rôle différent pour débattre de ce dilemme éthique. Et donc ça permet, voilà, de se mettre en mouvement et prendre conscience que tout n'est pas si facile. Il n'y a pas de réponse noire ou blanc, c'est souvent bien gris, mais c'est quand même important de réussir à faire des compromis pour faire avancer les questions sociales ou environnementales. Voilà un peu en bref sur l'atelier. Donc vous pouvez aussi vous former à cet atelier. On a d'ailleurs une formation qui débute en juin en ligne, qui est accessible. Je referai un lien dans le chat à la fin pour que vous ayez tous les bons liens. Sur l'Open Data University, je partageais le lien du site. Vous voyez des exemples de défis qu'on propose. L'idée, c'est qu'en fait, sur une thématique donnée, donc par exemple le changement climatique, les élections, l'offre culturelle, les véhicules électriques, on a identifié tout un ensemble de données qui sont accessibles publiquement sur Internet, et on va proposer à des étudiants et des étudiantes de travailler sur ces données-là dans le cadre de leur cours. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'être mentor de ces étudiants pour les accompagner dans la réalisation de leur projet. Donc, ça prend une demi-heure à 45 minutes par semaine pour coacher les étudiants régulièrement tout au long de l'année pour les aider à avancer dans leur projet. Et vous voyez quelques exemples de projets qui ont pu être faits par les étudiants, notamment sur l'accidentologie à vélo, qui était un défi qu'on avait l'an dernier. Voilà un peu en bref. Si jamais ça vous intéresse d'être bénévole pour l'association, je vais partager dans le chat. Il y a une page sur notre site qui résume tous les différentes possibilités de bénévolat qu'il y a au sein de l'asso. Et ensuite, il y a une plateforme pour nos bénévoles où voilà, vous pourrez vous inscrire à nos différentes formations, participer à nos différents événements. Et si vous avez des questions, pas hésiter à nous contacter. On a des personnes dans l'équipe qui sont dédiées voilà, au suivi des bénévoles qui souhaitent s'engager à nos côtés.